Avant de faire cette interview, tu m'as dit je veux pas qu'on parle de Charlie, ça me saoule, etc. Les gens te saoulent beaucoup avec tout ça? Ils t'en Mais parlent tout le temps. De toute façon, du jour au lendemain, le dessinateur est devenu une sorte de... On nous demande notre avis géopolitique sur toute la société, le futur du monde, etc. Mais moi, c'est vrai que j'ai publié La vie secrète des jeunes dans Charlie pendant 8 ans. Moi, j'ai jamais fait de dessin politique ou de dessin de caricature. J'ai jamais participé aux conférences de rédaction, par exemple. Et quand il y a eu les meurtres à Charlie, j'ai reçu plein... Ça faisait 6 mois que j'avais quitté Charlie, parce que j'ai rejoint l'Obs pour faire une BD dans l'Obs. J'ai reçu plein de courriers de gens qui me disaient allez-y, continuez, hein, c'est super ce que vous faites, c'est preuve que plus personne ne lisait ce journal. Le dessin que tu as fait dans le numéro qui est sorti après l'attentat. C'est un voisin que j'ai vu dans la rue que j'ai entendu dire ça. C'est un mec qui était au téléphone et qui expliquait à un de ses potes qui lui disait non, je m'en bats les couilles là, Charlie c'est de la merde, ouais. Je m'en bats les couilles, je sais que c'est de la merde, mais tu ne tues pas des gens, même si c'est de la merde, ça sert à rien. Ça fait la haine, ça fait la violence, après ça retue des gens. Et le mec était au téléphone, on sentait qu'il était en train de le convaincre. Je trouvais ça assez positif. Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'à chaque fois que tu fais la Kaira, dans tes dessins, déjà t'as l'orthographe qui va avec, mais surtout tu les rends hyper attachantes. C'est qu'on n'est pas dans le folklore de la Kaira. Écoute, c'est gentil, ça me fait plaisir. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'il n'y a pas le truc condescendant. Bah non, moi c'est des gens normaux, comme tout un chacun. L'autre jour, je suis passé à côté de Saint-Nicolas du Chardonneret. Il y avait une bonne femme qui parlait avec une grande fille et lui disait « Je ne veux pas que tu me parles sur ce ton. Il est hors de question que tu continues de me parler. » Et en fait, la façon qu'elle avait de parler, c'est hyper marrant à retranscrire. C'est aussi une autre façon de parler. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la manière dont les gens s'expriment, quel que soit l'endroit d'où ils... Enfin, je fais pas de différence entre les gens. Je suis vachement peace, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire l'arabe du futur? C'est ce que disait mon père, il disait qu'il voulait contribuer à éduquer l'arabe d'aujourd'hui pour créer l'arabe du futur, l'arabe de demain. Un individu libre de l'influence des Américains, de l'influence des Russes. C'était quoi un cousin à l'époque de l'arabe du futur? Oh, c'était un... Alors mon père, dès qu'il voyait un arabe, il les appelait mes cousins, quel qu'il soit, même en France. Tiens, regarde, c'est un cousin là-bas et tout. Mais un cousin, pour moi, c'était des mecs sympas, c'était des mecs de ma famille, sauf les 2 psychopathes que je décris dans le livre, qui étaient eux aussi des cousins, mais qui, je pense, étaient psychiatriquement atteints. C'était qui, à l'époque de l'arabe du futur, Kadhafi? Dans le tome 1, Kadhafi, c'était déjà un psychopathe dans son pays, mais il y avait que les mecs qui vivaient dans son pays qui, grosso merdo, commençaient à le savoir. En France, il était considéré comme un playboy, un mec qui... Il y avait des articles dans Paris Match sur lui qui était le playboy séduisant du Moyen-Orient, le réformateur, le machin. À l'époque de l'arabe du futur, c'était qui El-Assad? C'était une figure paternelle quand même assez réconfortante, je dirais. Même si je le trouvais quand même moins beau que Kadhafi. Donc Kadhafi, il avait un côté homme d'action, il était habillé en militaire, il était plus jeune. Hafez El-Assad, sur les photos qu'on voyait partout, ça avait l'air d'être un peu le grand tonton, mais qui n'hésite pas à te donner une bonne fessée si tu as fait une bêtise. Mais très tôt quand même, je trouvais ça bizarre qu'il y ait sa photo partout. C'était un truc... C'était quoi un arabe du futur à l'époque de l'arabe du futur? En tout cas en Syrie, c'était je pense un ami de l'URSS. C'était un mec qui parlait russe et qui... Parce que l'étape supplémentaire de la grande classe en Syrie, c'est d'aller ensuite faire ses études en Russie. C'était quoi une femme à l'époque de l'arabe du futur? Disons qu'à l'époque, les femmes, c'était ou une mère, ou une tante habillée en noir, une grand-mère habillée en noir, ou des petites filles, mais avec qui on n'avait jamais de contact. Qui passaient comme ça, sauf des contacts d'insultes. Et alors ça, c'était valable à la fois en Syrie et en France. Donc c'était le même rapport avec les filles. Est-ce que tu peux me faire verbalement le bruit qu'elles faisaient les femmes, les petites filles quand elles te faisaient des doigts d'honneur? Tu peux... Ah, le toz, il est universel. Ah bah ouais. Nick Emmak, Ilanabouk, Ilhastrizé. C'est un petit moment comme ça. C'était quoi un urinoir à l'école? C'était un chant. C'était un... Ce que je raconte dans le 2e tome, mes cousins ils s'arrêtaient assez souvent comme ça, en pleine, quand on marchait dans les champs, d'un seul coup ils s'arrêtaient et ils sortaient leur bite comme ça, ils pissaient, comme si de rien n'était.
sans aucune pudeur, d'aucune sorte, une totale décontraction. C'était extrêmement agréable et des fois j'ai envie encore de le faire, mais c'est pas possible de le faire en France. C'est assez... Là, on marche comme ça, puis hop, on s'arrête. Puis on continue à parler, puis on se met... Et tu pisses en parlant. C'était extrêmement agréable, ouais. Ça t'est arrivé récemment d'avoir eu des flashs pipi comme ça, d'avoir besoin? Pas des flashs pipi, mais c'est très agréable de faire pipi dans la nature, ouais, je pense. Il y a un petit bruit de pluie comme ça, on voit les petits animaux qui s'excitent sur le sol parce qu'il y a de l'eau qui tombe. C'est bien que tu parles de la pluie parce que apparemment ta prof vous apprenait à faire le bruit de la pluie. Ouais. C'était quoi? Bah, en fait, c'est un truc que j'aimerais bien faire si un jour j'arrive à re-être en face d'une salle. Mais c'était de faire ce bruit-là. Comme ça. Et quand il y a plus de 30 personnes qui le font, on a l'impression qu'il y a une averse. Et donc cette prof-là, ce que je raconte dans le tome 2, elle a été hypnotisée par ce bruit. Elle nous demandait tout le temps de le faire et elle avait vraiment l'impression qu'il pleuvait vraiment. Elle était un peu... Et ça lui foutait le cafard. Ouais, elle était un peu déprimée, je pense. Elle était dépressive. C'est quoi cette école, sérieux? C'était comme ça. C'était l'école des années 80. En Syrie, c'était comme ça. Il y a des vidéos sur YouTube. Si jamais les gens n'y croient pas, si vous avez envie de vous déprimer, vous pouvez regarder Syrian School. Il y a un autre truc qui est très drôle dans l'Arabe du futur, c'est le juif. Ton jeu quand t'étais enfant, c'était de chasser des juifs. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que t'as vu un juif? Eh ben, je me rappelle... Ah, je me rappelle un petit... Ouais, si, en fait, carrément. En fait, je me rappelle très très bien et je vais le raconter dans la suite. Donc je vais pas en parler maintenant. Parce que ça fait partie des énormes trucs que je vais raconter après, bien sûr. Jusqu'à ce que le tome 1 de l'Arabe du futur sorte, j'étais persuadé que tout le monde savait que les Syriens détestaient les Israéliens, étaient antisémites, que c'était un truc culturel de la... Ce qui suffit sur Internet de taper Syrie-Israël ou acteurs syriens parlant d'Israël. Je sais pas, il y a des vidéos, des ministres... Et en effet, comme j'étais blond et que ma mère était française, le premier réflexe de certains enfants était de dire que j'étais juif, parce que j'étais un étranger. Et en Syrie, c'était quoi les jeux? Les jeux des gamins en Syrie, c'est ce que je raconte dans le tome 2, c'était essentiellement de jouer à la guerre. Donc on avait des kalachnikovs en plastique, et l'ennemi était l'Israélien. Mais personne ne voulait jouer l'Israélien, bien sûr. C'était un ennemi fantôme comme ça qui était dans le... Mais toi, tu te faisais quand même pas mal victimiser à l'école. En fait, comme les gamins pensaient que j'étais un peu... pensaient que j'étais juif, j'avais bien compris que c'était la pire chose qui pouvait arriver à quelqu'un, c'est qu'on croit qu'il soit juif dans cette société. Et donc j'en rajoutais des caisses pour montrer que moi aussi j'aimais pas les juifs. Donc j'arrêtais pas, j'en parlais tout le temps, je disais allez, on va faire la guerre, on va se battre contre Israël et tout. Au bout d'un moment je saoulais les mecs, ils disaient moi ça va, arrête, il n'y a pas qu'Israël dans la vie. Viens on joue au cheval. Viens on va jouer au cheval, arrête avec ton truc. J'étais là c'est bon, il doit penser là que c'est bon que je suis pas juif, il va arrêter de me le répéter toute la journée. Donc c'était que des trucs comme ça. Pour moi, l'Arabe du futur 1 et 2 racontent aussi deux choses. C'est la déception de ton père face au monde arabe et aux promesses qu'il y avait dans le monde arabe. C'est que petit à petit, il pense qu'il y a les États-Unis arabes à créer. Il va de déception en déception. Il pense qu'il aura une maison incroyable. Il va de déception en déception. On se demande comment ta mère fait pour tenir. Et l'une des grosses déceptions du livre, c'est quand il voit qu'à l'école, t'apprends à compter des pommes. Il avait énormément d'ambition, donc il disait qu'il allait pouvoir exploiter cette situation pour en tirer profit pour lui. C'est pour ça que dans le tome 2, il essaie de se faire bien voir par des militaires, il essaie de se faire bien voir par des mecs en espérant obtenir des faveurs. T'as su quand que tu voulais faire du dessin? Je pense au moment de l'adolescence en fait. Comme j'ai jamais fait de crise d'adolescence, j'ai jamais revendiqué mes origines, etc. J'ai tout laissé tomber et j'ai choisi comme origine et comme peuple la bande dessinée en fait. Donc je suis de nationalité bande dessinéiste. En fait. Il y a un moment, t'as dit laissez-moi avec toutes ces histoires. Voilà, exactement. Je me suis choisi un autre peuple constitué d'hommes un peu célibataires avec des lunettes qui ont des problèmes affectifs avec les femmes, qui dessinent sur des tables toute la journée. Il est sympa. Ça m'a semblé hyper sympa comme futur. C'est un peuple qui fait pas peur. Bah non, moi je les trouve très... Il y a de plus en plus de filles quand même. Mais c'est un peuple assez pacifique. Dans l'Arabe du futur, il y a la résolution d'un mystère dans les beaux gosses qui était la passion pour la banane. C'est quoi ces boutons là? Hop, je les efface tous bien, ouais. Moi j'étais mort de rire quand je voyais les distributeurs de bananes dans les beaux gosses.
quoi samedi soir? Samedi soir, bah non, j'aime pas trop sortir le samedi soir. Et dans l'Arabe du futur, on voit que tu passais ton enfance à manger des bananes. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, si tu veux, je pense que j'appartiens à la fois au peuple de la BD et au peuple de la banane. C'est-à-dire, je pense que j'en ai mangé tellement et que ça pendant un an. Tu sais, je crois que c'est au bout de 3 mois que tu es constitué des molécules de ce que tu as mangé. En fait, tes molécules se renouvellent en permanence, tes cellules. Et vient un moment où tu n'es plus constitué que des cellules que tu as ingérées de Big Mac, par exemple. Je pense que j'ai été à un moment constitué uniquement de cellules de bananes. Et donc j'ai un rapport particulier avec les bananes. J'adore les bananes. J'achète toujours des bananes de différentes espèces. Je cherche. S'il y en a plein, il y a des milliers d'espèces de bananes, on ne sait pas, mais bon, on connaît la banane plantain et la banane classique, qui est une banane femelle qui ne se reproduit pas, qu'on mange. La jaune, il y en a plein d'autres. Des petites vertes, des petites noires. Est-ce que tu as un petit conseil banane à nous filer? Bah pas trop. Ouais. Oh, je pense que là, je suis content. Je vais bientôt aller au Brésil, qui est le pays de la banane. La terre bénie des bananes, avec l'Amazonie où il y a des centaines d'espèces. Et j'espère bien approfondir ma connaissance des bananes. C'est un fruit hyper sympa quand même. Enfin, j'adore. Tu te sens toujours arabe? Pas trop en fait. Je me sens pas arabe. Je me sens pas. Je me sens vraiment plus dessinateur de BD. Par exemple, Hergé. Je me sens proche de lui, des erreurs qu'il a faites, de sa dépression, de son espèce de truc, de tout le. Voilà, c'est un. Je trouve ça hyper cool. Vraiment, je me suis choisi un peuple. Donc t'es apatride. Non, je suis bande dessinéiste. notre capitale, c'est Angoulême. J'ai eu le prix 2 fois à Angoulême. J'ai été le roi de mon peuple 2 fois. On dirait qu'ils parlent comme ça, les mecs. Ouais, c'est ça. Et puis comme ça, les mecs qui font de la BD. Quel futur tu vois pour les Arabes ou pour la Syrie déjà? Franchement, j'ai plus de contact avec la Syrie, je sais pas. Je pense, moi, que ça va. J'ai tendance à être assez optimiste. Je pense, mais par contre, je dirais que ça va peut-être bien prendre 100 ans ou 150 ans. Mais je vois pas comment ça peut pas s'améliorer. C'est obligé. C'est comme maintenant avec Internet, on sait comment les gens vivent partout sur Terre. Un type qui vit au Sri Lanka, il voit comment vit un mec dans l'Oklahoma. Il peut se dire, mais attends, peut-être que ces types-là m'exploitent mon pays depuis des années, je m'en rends pas compte. Et pourquoi eux, ils ont un robinet à milkshake, un robinet à machin, et que moi j'ai rien. Et donc forcément, mais au bout d'un moment, je pense que ça va s'aplanir, forcément. Et les gens vont être contents de vivre ensemble. Moi, il y a un truc que je remarque à chaque fois que tu fais quelque chose, quand tu prends un genre, quand tu fais le Teenage Movie avec les beaux gosses, j'ai l'impression que t'as pas maté de Teenage Movie. Non, mais c'est vrai que je regarde pas beaucoup de trucs en fait. Je suis assez. T'es parti dans ton truc de je vais vous raconter, wham. Mais non, mais disons que c'est toujours pareil. Si ça me le fait un peu moins en BD maintenant, mais encore que ça me l'a fait énormément. C'est-à-dire que quand on regarde un film et qu'on le trouve fantastique, il y a toujours le risque qu'il nous influence trop. Voilà. Parce que la culture, souvent dans la comédie, c'est de pomper. Il y a plein de mecs qui pompent le stand-up américain, qui pompent les sketchs américains, qui pompent ce qui se fait sur Internet aux États-Unis. Et quand on voit les beaux gosses ou Jackie, il n'y a pas de pompage. Bah ouais, non, ça me fait plaisir que tu dis ça, mais c'est vrai que. En tout cas, je suis assez sensible aux trucs qui sont pompés, en effet. Ça, je le vois souvent. Et donc, pour essayer de fuir un peu ce truc-là, j'essaye de pas trop m'intéresser. Je lis peu de BD françaises et tout, je lis peu de. Ça te choque vraiment quand tu vois un Français qui fait ce que des Américains ou d'autres ont fait? Tu te dis, ah putain, le mec pompe et c'est pas grillé quoi. Bah, en même temps, là, tu me demanderais de te citer un exemple précis, je saurais pas quoi dire. Non, le truc, c'est que j'ai l'impression que tout en ce moment est hyper inspiré. Alors, moi, il y a un truc qui me fait, que je trouve hyper marrant, c'est l'explosion du stand-up. Parce qu'en fait, ça n'existait pas il y a quelques années. Et moi, je me rappelle, j'avais découvert Seinfeld en VHS parce que j'avais un copain qui les enregistrait sur Comédie. Et en fait, aujourd'hui, quand on passe dans les salles, il y a toujours un mec avec un micro et qui est en train de sortir des généralités. Est-ce que vous savez, vous vous êtes jamais demandé pourquoi il n'y a pas de bouquin écrit sur les PQ? Ça nous permettrait de dire aux chiottes sans avoir à trouver des espèces de petites remarques sur la vie, mais en pensant que ça nous éclaire alors qu'on en a rien à secouer et que c'est pas toujours très bien. Je sais pas, toujours un peu naze, mais bon, je sais pas. Je trouve ça assez gênant. Qu'est-ce que tu regardes sur Internet? En fait... Il y a un truc marrant chez toi, c'est qu'à chaque fois que il y a un truc... Ouais, non, mais quand il y a un truc qui te saoule, tu fais... Bon, je sais pas, comme Nicolas Sarkozy. Écoutez, je sais pas. Tu vois, dès qu'il y a un truc à esquiver, tu fais...
Non, non, mais j'essaie de trouver un truc un peu intéressant et marrant à raconter pour T'es pas illustrer obligé. le truc. Alors, sur Internet, bon, bah, moi, j'aime beaucoup YouPorn, hein, c'est sûr, ça a un gros succès. Jackie et Michel, ça a des sites magnifiques, quoi. Non, non, je sais pas, je ne... Jackie et Michel, ils sont hyper Pascal Brutal. Non, mais je connais Les pas mecs bien, en qui fait. adorent, ils sont hyper En fait, Pascal je Brutal. connais Jackie et Michel uniquement parce que des gens m'ont dit hey, Jackie et Michel, le royaume des filles. Bon, je m'étais rendu compte que c'était un site porno de vidéos échangistes, mais je connais pas. Non, qu'est-ce que je. Si, je regarde, et il y a un truc que je regarde beaucoup sur internet, c'est des trucs sur l'espace. Par exemple, les cosmonautes, Cosmos. Ouais. je suis les mecs qui sont dans la station spatiale internationale et tout, j'adore ces trucs-là. Et là, il y a une sonde, mais c'est dément, c'est-à-dire qu'elle va arriver dans très peu de temps. Là, on va avoir les premières photos de Pluton. C'est énorme quand même.